Je dirais que les sciences humaines, c'est le lieu par excellence pour se chercher. C'est le lieu par excellence pour nager en pleine incertitude, parce que le monde social est hyper complexe. C'est une difficulté de taille pour les sciences humaines. Alors, si on aime l'incertitude, si on aime la complexité, si on aime se poser des questions constamment, on va en sciences humaines. Les sciences humaines ne sont pas là pour trouver des réponses, elles sont là pour poser des questions. Une bonne théorie en sciences humaines, de mon point de vue, c'est une théorie qui est capable de poser des questions. Et lorsqu'on trouve une réponse avec un petit r, ça devrait toujours être un prétexte pour apporter d'autres questions. Les sciences humaines devraient être constamment en train de se poser des questions. Puis si on n'aime pas se poser des questions, on ne va pas en sciences humaines. Je me suis intéressé beaucoup aux relations intimes, à la sociologie des relations intimes, c'est-à-dire plus spécifiquement au phénomène de l'amour. Alors, l'idée là-dedans, c'est que d'un point de vue sociologique, et ça, la sociologie le sait, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un véhicule social, c'est une façon de communiquer, c'est un véhicule donc sur lequel on appose des sentiments, sur lequel on appose des émotions. Mais la façon dont on dit « je t'aime », la façon dont on reçoit le « je t'aime » aussi, il n'y a pas mille et une façons de le faire, c'est les façons dont la société nous propose, la société présentement. On n'a pas toujours aimé de la même façon. Fut un temps où, on le disait textuellement dans la littérature, les pauvres ne tombent pas en amour. Alors aujourd'hui, par exemple, dans la société moderne, démocratique, dans laquelle on vit, la sémantique amoureuse est accessible à tout le monde. Donc, il y a une démocratisation, même chez les enfants. Les enfants ont accès à la sémantique amoureuse. Quand je parle d'amour ou de relations intimes, évidemment, je ne parle pas de relations sexuelles, je parle de relations intimes. Vivre avec quelqu'un, avoir l'impression ou l'illusion sociale qu'on partage le même monde. C'est un mécanisme social qui est déjà là à la disposition des individus. La difficulté avec la sociologie, c'est que je dirais qu'il y a autant de définitions de sociologie qu'il y a de sociologues. Alors, de ce point de vue-là, j'ai ma propre définition. Je la définis ainsi, c'est la science de l'observation de la société et des phénomènes sociaux. Et pour décrire ce que fait la sociologie ou quel est l'objet de l'étude de la sociologie, souvent j'y vais à la négative. Alors, je montre aux étudiants d'abord ce que la sociologie ne peut pas observer. De mon point de vue, une science doit être consciente de ses limites. Il y a des choses qu'on peut observer, il y a des choses qu'on ne peut pas observer. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas observer lorsqu'on est sociologue? Bien, la première des choses, on n'observe pas la matière. On n'observe pas toute cette réalité physico-chimique qu'on a alentour de nous, les formes solides, liquides ou gazeux. On n'observe pas ça quand on est sociologue. Le sociologue n'observe pas non plus la vie. C'est-à-dire l'organisation homéostatique de la matière n'est pas l'objet d'observation de la sociologie. Donc, le sociologue ne s'intéresse pas à la digestion. Le sociologue ne s'intéresse pas à la circulation sanguine ou à la respiration. La troisième des choses, là, c'est un petit peu moins évident. Je dis aux étudiants, la sociologie n'observe pas la conscience des individus. La sociologie ne s'intéresse pas au système psychique, aux opérations de la conscience. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le reste. Il reste les symboles, il reste les informations, il reste la communication, il reste le sens. Et ça, c'est la société. Et ça, c'est l'objet d'observation de la sociologie. Quand je vais dans un supermarché, ce qui me marque le plus comme observateur, c'est le fait que l'individu traîne son panier comme si c'était sa propre maison. Alors, il fait de son panier son territoire personnel. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce qui est intéressant à expérimenter, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va fouiller dans le réfrigérateur de l'individu. Alors, on voit ça souvent, ces petits événements cocasses à l'épicerie où on se trompe de panier, puis on prend quelque chose dans le panier de l'autre. Alors, c'est de voir comment l'individu va développer des stratégies pour défendre son territoire, comme si j'entrais chez lui, sans crier gare, sans cogner. J'ouvrais la porte du réfrigérateur et je me prenais un verre de jus d'orange. Alors, on voit l'individu déployer des stratégies. Et ce qui est paradoxal, c'est que lorsqu'on traîne le panier à l'épicerie, ces choses-là ne nous appartiennent pas. On ne les a pas encore théoriquement payées. Alors, c'est de voir comment l'individu voit déjà ces choses-là comme sa propre maison, un peu comme l'escargot traîne sa maison sur son dos. Alors, j'ai proposé à mes étudiants d'aller au gym et d'aller voir les différentes manifestations de l'identité. Les gyms sont des lieux assez intéressants parce que c'est des lieux où il y a plein d'outils pour observer les autres, entre autres choses, les miroirs. Alors, comment l'individu utilise le miroir? Comment l'individu utilise le miroir pour se projeter lui-même sa propre identité, mais comment il se sert du miroir pour projeter l'identité de l'autre? Alors, quelles sont les dispositions du corps qui permettent la manifestation de l'identité dans un lieu où ce qui est le plus intéressant au gym, c'est de voir comment l'individu manifeste l'indifférence
mais en étant totalement conscient qu'il y a d'autres individus alentour de lui. Puis c'est un endroit aussi où on vit des périodes d'intimité, dans le sens où on voit l'autre suer, on voit l'autre transpirer, on voit l'autre aussi vêtu pas de la même façon que comme lorsqu'il prend le transport en commun ou lorsqu'il est dans sa voiture. Alors, on se voit les uns les autres dans des situations particulières. Alors, comment on protège sa propre individualité contre les intrusions d'autrui et comment on manifeste aussi sa propre identité face à tout ça? Les gyms sont super intéressants.